C'est l'image de cette journée. Sébastien Lecornu à la tribune de l'Assemblée nationale pour sa déclaration de politique générale. Le Premier ministre a détaillé la feuille de route de son gouvernement, martelant sa volonté de changer de méthode avec une formule s'adressant aux députés. Le gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez. Alison Tassin, Laszlo Gelabert. Le Premier ministre, prêt à bondir. Monsieur le Premier ministre. Dans un hémicycle presque au complet, Sébastien Lecornu a choisi de délivrer un message teinté d'optimisme. Il faut savoir tirer les bienfaits d'une crise. Pour ce discours très observé, il est venu proposer la méthode Lecornu. Redonner du pouvoir au Parlement, plus de 49.3 et un mantra répété pas moins de 7 fois. Une fois là encore, le gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez. Le regard davantage sur ses fiches que dans les yeux des députés. Le Premier ministre était surtout attendu sur la suspension de la réforme des retraites. Condition sine qua non du Parti socialiste pour ne pas censurer ce gouvernement. Rapidement, Sébastien Lecornu cède à leur demande sans condition. C'est la raison pour laquelle je proposerai au Parlement dès cet automne que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'à janvier 2028. Un gel applaudi franchement par François Hollande et les bancs de la gauche. Joie plus contenue pour le secrétaire national du PS. Hors hémicycle, les syndicats se félicitent d'un maintien d'un taux plein à 170 trimestres. Pour la CFDT, c'est une vraie victoire, une belle victoire pour les salariés, puisque tous les ans, 700 000 salariés vont voir leur situation à la retraite s'améliorer. Pour nous, c'est une première brèche que nous allons utiliser pour gagner l'abrogation totale de la réforme, parce qu'à ce stade, elle n'est même pas bloquée. Elle est décalée dans son application. Des recettes en moins, compensées en partie par une nouvelle fiscalité des très grandes entreprises. La fiscalité des très grandes fortunes parmi nos compatriotes a pu interpeller un certain nombre d'entre vous. S'il écarte l'idée d'une taxe sur le patrimoine professionnel, le Premier ministre évoque des hausses d'impôts ciblées pour les plus riches et certaines très grandes sociétés. Le MEDEF se dit préoccupé. Les mesures annoncées répondent peut-être à une urgence politique, mais elles alourdiront une nouvelle fois des prélèvements obligatoires déjà records. Le gouvernement évitera-t-il ainsi la censure ? Le président de la République a prévenu ce matin, en cas d'échec, la seule solution sera une dissolution. Justement, au sujet de la censure, le Rassemblement national et la France insoumise ont déjà déposé leurs motions. Elles seront d'ailleurs examinées jeudi matin. Mais que vont faire les autres? Comment les socialistes qui détiennent les clés vont-ils voter? Décideront-ils de déposer leur propre motion? Victor Topfno, Mathilde Guénégan et Omeya Gessoum étaient cet après-midi dans les coulisses de l'Assemblée nationale. Cet après-midi, les socialistes avaient de quoi être satisfaits. Suspension totale de la réforme des retraites, c'était leur exigence. Le PS ne censurera donc pas le gouvernement pour l'instant. Je mesure et il nous en coûte. Nous faisons un pari risqué dont seul l'avenir nous dira ce qu'il est. Mais l'annonce est loin de faire l'unanimité à gauche. Les écologistes et la France insoumise voteront, eux, une motion de censure. Le Parti socialiste, s'il accepte ça, honnêtement, c'est fait rouler dans la farine. Donc moi, j'appelle les députés socialistes à désobéir et à voter la motion de censure. Il n'y a rien à attendre de ce gouvernement. Une suspension de la réforme dénoncée aussi par le Rassemblement national, qui censurera lui aussi le gouvernement. C'est encore une espèce de vague promesse faite aux socialistes qui finira comme M. Bayrou devant un conclave, avec les mêmes figurants, le même scénario et sans doute la même arnaque. Sur les réseaux sociaux, Marine Le Pen s'en prend directement aux Républicains. À la différence du PS, LR ne s'est pas vendu à la Macronie, il s'est donné. La chef des députés RN a quitté l'hémicycle pendant le discours de Laurent Wauquiez. Les Républicains, résignés, acceptent ce compromis à contre-cœur. Nous ne censurerons pas un gouvernement a priori et nous ne ferons pas partie de ceux qui feront tomber les premiers ministres.
Les retraites, la réforme phare d'Emmanuel Macron. Un totem sacrifié au nom de la stabilité politique. Que la seule chose que nous voulons, c'est que ça marche. C'est que ça marche, même si parfois cela doit nous coûter. Parce que ce qui compte à la fin, ce sont les Français. 2 motions de censure ont été déposées par le Rassemblement national et la France insoumise. Elles seront examinées ce jeudi par les députés. C'était l'annonce la plus attendue de la journée. La réforme des retraites est suspendue entièrement jusqu'à 2028. L'âge de départ et la durée de cotisation, 2 ans et demi, jour pour jour, après son adoption dans un contexte très tendu de mobilisation sociale. Mais pour vous, qu'est-ce que cela change? Qui va bénéficier de cette suspension? Explication Mathias Béringer, Baptiste Guénet et Emma Tirard. La nouvelle n'a pas manqué de vous faire réagir cet après-midi. La suspension totale de la réforme des retraites, âge de départ et nombre de trimestres cotisés gelés, voici ce que cela implique. Initialement, l'âge de départ légal devait passer progressivement de 62 à 64 ans d'ici 2030. Avec l'annonce d'aujourd'hui, l'âge légal de départ à la retraite restera bloqué à 62 ans et 9 mois, au moins jusqu'à la fin de l'année 2027 selon Matignon. Franck, livreur à moto depuis 39 ans, pourrait bien partir plus tôt que prévu. C'est intéressant, oui. Surtout que moi j'ai un travail assez difficile, travailler dans Paris, dans les embouteillages, avec la pollution. Prenons l'exemple d'une personne née en 1964. Jusqu'ici, ce qui était prévu, c'est un départ à la retraite à 63 ans et 171 trimestres cotisés pour prétendre au taux plein. Avec la suspension, cette même personne pourrait partir 3 mois plus tôt, à 62 ans et 9 mois, et à taux plein avec 170 trimestres. Je ne fais pas un métier particulièrement difficile comme peuvent l'être, mais néanmoins, si légalement on peut partir avant, je ne serais pas contre. Au total, 3,5 millions de Français sont concernés d'après les estimations de l'exécutif. Une suspension pour apaiser le climat politique. Je suis pour la réforme telle qu'elle était prévue à 64, mais si on doit la bloquer aujourd'hui pour éviter une dissolution, il faut le faire. Mais à quel prix? Selon le gouvernement, les finances publiques devront débourser 2,2 milliards d'euros sur 2 ans pour absorber le coût de ces départs en retraite avancée. Le Premier ministre précise néanmoins, cette dépense devra être totalement compensée par d'autres recettes. Les ménages les plus aisés seront bien mis à contribution. Avec les entreprises, ils porteront une grande partie de l'effort budgétaire, plus de 6,5 milliards d'euros. La contribution exceptionnelle sur les revenus supérieurs à 250 000 euros par an sera, par exemple, prolongée. Arsène Guay, Christine Chapelle et Olivier Stambach. Après plusieurs semaines d'attente, nous savons enfin quelles idées ont été retenues pour faire contribuer les plus riches au budget 2026. La nouvelle proposition du gouvernement, une taxe sur les holdings familiales. Voici comment cela fonctionne. Certaines grandes fortunes créent des holdings, des sociétés mères, pour y rattacher leurs entreprises. En temps normal, ces entreprises sont taxées à 30% de leurs bénéfices. Mais si ces bénéfices remontent vers la holding, alors ils ne sont taxés qu'à 5%. Le problème, c'est que certaines familles intègrent à leur holding des yachts, des biens immobiliers ou des œuvres d'art. Ce sont ces actifs que le gouvernement propose de taxer à hauteur de 2%. L'idée, c'est toujours d'aller dans le trou de souris, en fait, et de faire un petit peu les poches ou les fonds de tiroir parce qu'on cherche de l'argent. On ne touche pas, par contre, en fait, à ce qui est productif au sens professionnel. Toute la question, c'est qu'est-ce qu'on va qualifier de professionnel ou pas professionnel, évidemment. Recette espérée, 1 milliard d'euros selon l'exécutif, qui propose également de prolonger 2 impôts créés l'an passé. Le premier oblige tous les contribuables qui déclarent plus de 250 000 euros de revenus par an à payer au minimum 20% d'impôts. La seconde contribution concerne les 300 entreprises bénéficiaires qui réalisent plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Elles devraient, elles, payer une surtaxe entre 10 et 20%, des mesures qui devraient rapporter plus de 5 milliards d'euros d'après Matignon. En fait, on voit bien que le gouvernement essaye de se faire approuver par la gauche pour pouvoir en fait voter un budget. Donc là, on va sur la mesure symbole qui effectivement allait taper chez les plus riches. Un absent néanmoins, la taxe Zuckman, qui n'a donc pas été retenue par le gouvernement. D'autres mesures présentées sont, elles, favorables aux entreprises. Elles pourraient par exemple
payer moins d'impôts sur leur valeur ajoutée. Ce patron de PME a fait le calcul. Ça va nous rapporter à peu près 3 000 € sur l'année. Ça va être quelque chose de bon à prendre, mais ce n'est pas ça qui va forcément nous aider à investir sur des machines ou sur du personnel. Au total, cette baisse d'impôts pourrait entraîner un manque à gagner de 1 milliard d'euros pour l'État. Au-delà des entreprises et des plus fortunés, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des conséquences pour vous, salariés, retraités, bénéficiaires de prestations sociales. Marine Brossard, Elsa Assalit et Bora Agirbas ont regardé quelles étaient les propositions avant que les discussions ne débutent dans l'hémicycle. C'est l'une des mesures d'économie envisagées par le Premier ministre. Une baisse du nombre de fonctionnaires. 3 319 postes de moins l'an prochain. Pour Ben Chérif Sadif, brancardier à l'hôpital public depuis 35 ans, c'est la douche froide. Ça a toujours été une variable d'ajustement. On attendait beaucoup mieux, surtout après un épisode comme le Covid qu'on a pu connaître où les gens ont fait face de manière admirable. Selon le projet du gouvernement qui va être débattu, de nombreux Français devront mettre la main au portefeuille. Si vous êtes salarié et que vous obtenez une augmentation cette année, vous n'allez pas forcément gagner plus à la fin du mois. Car le barème d'imposition, lui, sera gelé. En clair, si vous êtes augmenté au même niveau que l'inflation, autour de 1%, le gain sur votre compte en banque serait nul, car vos impôts vont augmenter. Encore une fois, on va chercher les économies chez des gens qui travaillent, qui gagnent un salaire. Ils payent des impôts et puis on va chercher des économies là-dessus. Autre catégorie particulièrement mise à contribution dans ce projet de budget, les retraités. Jusqu'à aujourd'hui, ils bénéficiaient d'un abattement fiscal de 10%. Ils seraient désormais plafonnés à 2 000 €. Martine Descarpentries, enseignante agrégée avec une retraite confortable de 4 800 €, a fait ses comptes. Ce qui fait donc 720 € d'impôts à payer en plus, uniquement à cause de cet abattement. À cela s'ajoute le gel des pensions voulu par le gouvernement. Pour moi, en supposant que l'inflation soit de 1%, la non-revalorisation, pour moi, ça fera 45 € de moins par mois. Les prestations sociales pourraient également être gelées. Toutes ces mesures doivent encore être débattues à l'Assemblée nationale. Voilà pour les différentes annonces faites par Sébastien Lecornu. Mais combien d'économies tout cela représente-t-il ? Souvenez-vous que les finances du pays sont dans le rouge, que le redressement des comptes publics a été présenté comme une absolue nécessité. Nous avons donc fait l'addition pour regarder si les efforts étaient à la hauteur des enjeux. Julien Roux, Pierre Humet. Le projet de Sébastien Lecornu prévoit près de 31 milliards d'euros d'efforts budgétaires. Pour y parvenir, le Premier ministre compterait d'abord baisser les dépenses de l'État de 17 milliards d'euros et récupérer environ 14 milliards d'euros de recettes. Un budget moins ambitieux que le plan présenté par François Bayrou, qui lui, souvenez-vous, visait 43,8 milliards d'euros d'économies. Pourquoi Sébastien Lecornu a revu ses ambitions? Il a revu ses ambitions à la baisse pour rendre son budget crédible. Et derrière ça, il y a deux facteurs. Le premier, c'est une hausse de dépenses qui sont incompressibles. L'augmentation du budget de la défense, d'une part, et puis l'augmentation de la charge de la dette. L'autre explication est politique. Le Parti socialiste souhaitait un objectif de 21,7 milliards d'euros d'économies. C'est la pression exercée par les oppositions, et notamment par le Parti socialiste, dont on veut qu'il ne censure pas le gouvernement et qui, lui, demandait un effort moindre. Le gouvernement table également sur une accélération de l'activité économique, grâce notamment à une reprise de la consommation. Mais ces prévisions sont-elles trop optimistes? C'est l'avis du Haut Conseil des finances publiques. Composé d'experts indépendants, il évoque des hypothèses ambitieuses. Dans le climat actuel, un tel rebond de la consommation des ménages et de l'investissement des entreprises paraît volontariste. Le gouvernement espère une croissance de 1% en 2026, alors que le consensus des économistes se situe plus à 0,9%. Qu'en est-il du déficit public ? Le projet de budget qui va être examiné à l'Assemblée propose de le réduire à 4,7% du PIB l'an prochain. Selon Sébastien Lecornu, il devra dans tous les cas être à moins de 5% à la fin de la discussion au Parlement, contre 5,4% cette année. Afin de financer ce déficit public, la France prévoit d'emprunter 310 milliards d'euros en 2026 sur les marchés, un montant record.
Le Parti socialiste va-t-il censurer le gouvernement et donc le faire tomber? Nous poserons la question à son premier secrétaire. Olivier Faure sera notre invité dans un instant. Dans ce contexte politique très instable, nous avons découvert aujourd'hui les chiffres de défaillance des entreprises. Plus de 50 000 se sont retrouvés en difficulté depuis le début de l'année et le mois de septembre a été particulièrement rude, le pire depuis 16 ans. Julien Garel, Christophe Napoli et Anouchka Fliller. Béatrice Collat est une chef d'entreprise inquiète. Elle est à la tête d'une société de 4 salariés qui édite et vend un logiciel informatique. C'est un logiciel qui va centraliser en fait tous les besoins du quotidien du fleuriste. Une activité jugée innovante il y a 3 ans, l'État lui accorde le crédit impôt innovation. Problème aujourd'hui, les règles ont changé. On lui demande de rembourser le crédit d'impôt perçu. Son entreprise se retrouve dans une situation économique extrêmement précaire. Si jamais la boîte est liquidée, on perdrait 4 emplois, on perdrait une entreprise. Et puis, moi, comme je suis dirigeante, j'ai même pas droit au chômage, moi j'ai rien du tout. Un désespoir auquel tente de répondre Laurent Tissigné. Son association, fondée en 2020, accueille et accompagne des chefs d'entreprise en difficulté, au profil très varié. Autant de femmes que d'hommes, et les problématiques essentiellement d'ordre financier à 44%, dans les secteurs d'activité, premièrement le commerce, ensuite l'immobilier. En moyenne, 2 chefs d'entreprise se présentent à lui chaque semaine. Certains, croulant sous les dettes, envisagent le pire. 8 d'entre eux avaient des idées noires, suicidaires, et nous confiaient avoir écrit une lettre pour dire adieu à leurs enfants. Un autre avoir visualisé la corde dans son bureau ou se pendre. Tel autre regarder le contrat d'assurance pour savoir s'il se suicidait, est-ce que sa femme toucherait quelque chose. Donc oui, il y a vraiment des cas de désespoir. Au total, 14 371 défaillances d'entreprises ont été enregistrées en France durant le 3e trimestre de cette année. C'est 5% de plus qu'en 2024 sur la même période. Les prêts garantis par l'État qui ont été octroyés à certaines entreprises arrivent à leur terme. Et certaines entreprises donc n'arrivent pas à faire face aux difficultés qui se présentent à elles. Donc elles arrivent en défaillance. Des défaillances qui concernent dans 75% des cas lors de ce 3e trimestre des micro-entreprises de moins de 3 salariés.